Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops et les flops de 2025. Alors petit changement par rapport aux années précédentes. Avant, je faisais une sélection de 20 titres où j'expliquais directement mon avis. Sauf que ça prend du temps et mine de rien, je me concentrais uniquement sur les 20 titres pour chaque vidéo, alors que j'en avais parfois découvert beaucoup plus au cours de l'année. Donc cette année, je vais mettre en place un nouveau système. D'une part, les tops et les flops seront limités à seulement 10 places, où je vais donner mon avis comme d'habitude. En contrepartie, je vais aborder plusieurs niveaux d'appréciation. Par exemple, pour les flops, ce sera les catégories j'aime pas, bof, mauvais mais pas assez, avec la catégorie suite, qui sera dédiée aux séries qui ne sont pas des premières saisons. Et pour ces catégories, je vais donner mon avis mais de façon très succincte. Une ou deux phrases grand max. Si j'arrive à me retenir. Mais en même temps, vu que je me suis cassé le cul à écrire une petite critique à chaque fois que je découvre une œuvre, je vais établir par texte tout ce que je n'ai pas pu détailler dans la vidéo. Quant à savoir où ce sera, je sais pas. Je vais essayer de tout mettre directement dans la description de la vidéo, ce qui sera le plus simple pour vous comme pour moi. Sinon, je mettrai un thread de Twitter ou Blue Sky. Voilà. Je sais pas. On verra. Bref, comme chaque année, les deux règles habituelles. Mes tops et mes flops ne concernent pas uniquement les sorties de 2025, mais ce que j'ai personnellement découvert cette année-là. Donc il peut y avoir du très récent comme du très vieux. Parce que soyons francs, des youtubeurs qui se concentrent sur l'actu, il y en a des tonnes, et moi j'ai jamais été bon pour suivre l'actu. Par ailleurs, tout le contenu des tops et des flops sont intégralement subjectifs. Je m'efforce de donner un avis le plus construit possible sur mon appréciation ou ma non-appréciation des œuvres, mais ça n'en fait pas non plus un jugement divin qu'il faut suivre à la lettre, quoi. Pour l'exemple, gardez en tête que si une série se trouve dans les 10 places du flop, ça veut pas forcément dire qu'elle est mauvaise de A à Z sur la forme ou le fond. Ça veut juste dire que moi, elle m'est sortie par les yeux et que je l'ai personnellement détestée. Et petite précision, au total, cette année, j'ai découvert 55 séries et nouvelles saisons, 20 ont fini dans les flops, et 35 dans les tops. Bien, on va commencer avec... Comme précisé plus tôt, les tops et les flops sont à la base réservés aux découvertes. Mais en même temps, le principe d'une série, c'est que ça continue. Donc, dans cette catégorie, je range les séries dont j'ai pu découvrir la suite cette année. Et je vais les agrémenter d'une petite médaille chacune, que vous pouvez voir étalée ici, pour déterminer à peu près où est-ce que je les aurais rangées si ça avait été des nouveautés. Bofuri saison 2. Alors, quand j'ai fini la saison 1, je me suis dit, c'est très cool, mais je vois pas l'intérêt d'une saison 2 en fait. Et j'avais malheureusement raison. C'est pas mauvais, c'est juste que l'intérêt premier a un peu disparu quoi. Hellbound saison 2. Apparemment cette nouvelle saison de Hellbound a pas mal divisé les fans, un grand nombre de ces derniers trouvant les nouveaux épisodes, je cite, chiants et mauvais. Je suis pas d'accord, mais faut admettre que la saison 2 est très inférieure à la première. What If saison 3. Alors de base, j'ai jamais trouvé la série particulièrement exceptionnelle. Cette saison est pareil. C'est franchement pas extraordinaire et assez oubliable. Ici, on va s'attaquer à des séries pour lesquelles j'ai pas trop d'arguments pour les critiquer. Je peux même pas dire qu'elles soient fondamentalement mauvaises ou même que je les ai détestées. C'est juste que j'ai pas adhéré. Ceci dit, peut-être que vous, ça peut être votre cam. Gannibal. L'adaptation en série live du fameux manga par Disney+. Chaque fois l'info elle me fait bugger, que j'arrive pas à me faire à cette news. Un policier se retrouve muté à la cambrousse où il va se retrouver confronté à du cannibalisme et d'autres trucs. Je sais pas si c'est l'ambiance ou quoi, mais dès le premier épisode j'avais du mal à accrocher en fait. Donc si vous êtes fan de thriller avec ambiance conspiration sectaire à la campagne, je peux vous conseiller la série. Pour ce que j'ai vu, elle est plutôt bien foutue. Moi perso, j'ai pas aimé, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Masters of Sex, un sexologue dans les années 60 qui monte une étude sur les comportements sexuels. Est-ce que la série est bonne ? Oui. Je dirais même qu'elle est plutôt bien foutue. Maintenant, j'avais aucune motivation à continuer. Je me suis arrêté à la moitié de la première saison, j'ai eu aucun regret. Sweet Pea.
Une meuf extrêmement timide et effacée, ancienne victime de harcèlement, qui finit par péter un câble et devenir une tueuse en série. Je suis très déçu. Je trouve l'essentiel de la série intéressante, mais alors le premier et le dernier épisode ont complètement ruiné ma hype. Et c'est un peu pareil avec la série suivante qui est « Tu ferais pareil », où, suite à un braquage dans un bus, un des passagers va se retourner contre les criminels et les abattre. Sauf que quand la police arrive, l'intégralité des otages va refuser de témoigner afin de protéger leur sauveur. Et dans l'ensemble, la série, elle était vraiment excellente. Au point que j'ai failli la mettre dans le top. Sauf qu'à l'avant-dernier épisode arrive un retournement de situation et non. Non, là, vous vous foutez de ma gueule, je n'y crois plus. Et encore une fois, c'est vraiment le final qui m'a ruiné mon visionnage. Je peux plus la regarder, cette série, quoi. C'est la... Bien, alors, la partie bof, elle est réservée aux séries que j'ai pas trouvé exceptionnelles. Elles sont pas complètement pourraves, hein, elles ont même quelques bons points, mais pas assez pour que je vous les recommande. Dope Girl, à la fin de la Première Guerre mondiale, au Royaume-Uni, les hommes reviennent du front après avoir laissé les femmes aux commandes durant de nombreuses années. On va donc suivre 4 d'entre elles, qui vont s'enfoncer dans la spirale de la criminalité d'après-guerre. Pour moi, la série est ultra prévisible, et surtout très classique sur pas mal de points, à un niveau que je suis arrivé à la moitié de la saison, j'ai fait ouais, ça me gave. Je me suis arrêté là, franchement, j'ai pas trouvé la série intéressante. Alors que c'est pas un truc dégueulasse pour autant, quoi. The Cleaning Lady. Une immigrée cambodgienne est venue aux States pour obtenir un traitement médical pour son fils, hein, atteint d'une maladie incurable. Non, elle est pas incurable, je crois, elle est juste très rare, et elle doit bosser en tant que femme de ménage pour payer les traitements. Sauf que, par la force des choses, elle va se retrouver à bosser pour la mafia. La série est pas du tout exceptionnelle. Au début, je me dis ah ouais, ça a l'air plutôt intéressant de voir la mafia, mais sous l'angle des nettoyeurs et tout, ceux qui vont nettoyer les scènes de crime, quoi. Sauf qu'au bout de 2-3 épisodes, l'intrigue vire sur du très basique avec une romance de merde en plus, et il y a pas grand chose de vraiment surprenant. This time for Torture Princess. Une princesse est emprisonnée par des démons qui, chaque jour, vont venir la torturer pour lui extorquer des aveux. Sauf que la torture en question, je pense que n'importe qui est ok pour la subir. Genre te faire de bons petits plats, ou jouer à des jeux vidéo, ce genre de trucs. Du coup, chaque jour, la princesse craque et finit par dévoiler ce qu'elle sait, sauf que c'est jamais assez pour le roi démon, ce qui fait que la torture doit continuer. Le concept s'épuise très vite. C'est très très vite répétitif. Même si, au niveau de la forme, voilà, ce dessin animation, c'est plutôt de la bonne cam. Alors là, on arrive dans la catégorie du « ça aurait pu aller dans le flop ». J'avais juste plus assez de place. Et cette année, il y en a qu'une, parce que j'ai pas eu droit à tant de mauvaises séries que ça en 2025. My Wife Has No Emotions. Un employé de bureau lambda possède une androïde spécialisée en la cuisine, sauf qu'il va se révéler une attirance entre les deux, les amenant à se marier et avoir une relation de couple. J'étais très fan du manga. Donc je m'attendais à avoir un truc sympa. C'est chiant. Juste regarder 2 épisodes, je piquais du nez. C'était... Pitié, lisez le manga, oubliez l'animé. Il est vraiment chiant et pas bon. Voilà! On va pouvoir passer au premier gros morceau. Mes pires découvertes de séries de 2025. Alors, ça risque d'être compliqué d'en parler de cet animé. D'une part parce que j'ai déjà lu le manga, et je vous cache pas que j'ai beau l'avoir lu qu'une fois, la grande majorité des events me sont bien restés en tête. Du coup, scénaristiquement parlant, je serais pas le mieux placé pour faire une critique du scénario, parce que c'est exactement le même que dans le manga. À ceci près, ils ont l'air d'avoir entrecroisé plusieurs intrigues, histoire d'avoir une progression un peu plus rapide. L'ambiance est dérangeante à plusieurs reprises, donc si vous êtes sensible,
Je vous conseille pas le visionnage. Il y a rien de gore, hein, je précise tout de suite. C'est pas du tout violent, mais c'est perturbant. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Junji Ito, quoi. Maintenant, il va falloir qu'on parle du dessin et de l'animation. Puisque l'anime a choisi une optique de dessin animé au sens littéral. Chaque scène, tu pourrais te dire qu'ils ont numérisé directement les planches du manga pour lui donner un effet de mouvement. Et autant le style de Junji Ito, j'ai rien à redire dessus, hein, mais au format animé, je suis désolé, mais ça donne un rendu qui est assez bizarre et irréel. Ce qui est peut-être la volonté du réalisateur, ceci dit. Mais perso, je trouve qu'au contraire, ça échoue à nous faire rentrer dans l'histoire. J'irais même dire qu'à plusieurs reprises, t'as des défauts qui se voient. Genre l'animation des cheveux qui sautent, le déplacement un peu raide des personnages. Je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'était c'est en l'épisode 2, je crois, où on voit des protagonistes courir sur une plage. Et tu les vois courir alors qu'ils sont de biais, et pourtant ils vont en ligne droite. Le pire étant certains éléments déplacés où ça fait vraiment l'image fixe du perso qui a été déplacée et dézoomée pour donner une illusion de mouvement. Et je suis désolé, mais tout ça dans l'ensemble, ça m'a complètement sorti de l'intrigue. J'étais plus en train de repérer les différents défauts de l'animation que de me concentrer sur l'histoire. Bon, ceci dit, le fait de déjà connaître l'intrigue, ça a peut-être pas beaucoup aidé non plus. En plus de ça, j'ai quand même eu l'impression que le tout était assez rushé au niveau rythme. Faut quand même garder en tête que l'intégrale du manga, elle fait cette taille, sauf que l'anime résume tout en 4 épisodes, de 20 à 25 minutes chacun. Du coup, est-ce que je vous conseille Spiral l'animé ? Pas des masses. Jetez-y un œil si vraiment vous connaissez pas pour vous faire un avis. Néanmoins, je considère l'expérience bien meilleure avec le manga. Le pitch avait l'air original, mais en fait, c'est juste un shonen basique en vrai. En gros, nous allons suivre un ninja exorciste qui va se faire maudire par un Ayakashi, une sorte de yokai sans en être véritablement un, ce que j'ai compris. Et cette malédiction a pour effet de le changer en femme. J'ai insisté, hein. J'ai tenu 3 épisodes avant de complètement décrocher. C'est tellement le cliché habituel des Neketsu que j'ai perdu absolument toute attention en très peu de temps. Et j'ai eu aucune envie d'y retourner, quoi. Pourtant, l'animation et le dessin étaient plutôt cool. C'est très 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 ecchi, hein, même si c'est pas mal censuré. Donc, à vous de voir si vraiment vous kiffez les shonen basiques et la nudité gratuite. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille de faire l'impasse. L'histoire de Karma concerne plusieurs personnes qui se retrouvent mêlées par une affaire commune. Et si vous voulez éviter les spoils, on va s'arrêter là tout de suite pour le résumer. Objectivement, la série est bonne. D'un point de vue technique, j'ai pas vraiment de reproche à lui faire. Si ce n'est que j'ai deviné pas mal de révélations bien avant qu'elles arrivent. Ce qui est un peu con quand l'intérêt de ta série repose sur les retournements de situation. À tel point que, quand est arrivé l'épisode 6, le final, il était archi long tellement c'était prévisible as fuck, quoi. Néanmoins, la principale raison pour laquelle je n'ai pas aimé cette série, d'une part parce que j'ai pas adhéré au délire, hein, bien sûr, l'intrigue m'a pas hypé plus que ça, d'autant plus que la plupart des protagonistes sont des connards. Le perso principal, mais j'ai eu zéro empathie pour ce mec, quoi. C'est littéralement une des catégories de personnes que je méprise le plus au monde. D'ailleurs, à l'exception de la Toubib, la plupart des personnages m'ont pas inspiré beaucoup plus de respect. Le générique est assez moche. Ils ont décidé de mettre dedans des personnages animés en 3D, mais de l'animation 3D de PlayStation 1. Les mouvements, la gestuelle, c'est dégueulasse. Donc, est-ce que je vous recommande Karma ? Pas trop. Ça peut toujours être intéressant à mater si vous avez pas trop d'expérience avec les retournements de situation, mais en soi, j'ai pas trouvé l'intrigue très prenante. Les protagonistes sont majoritairement insupportables. Et oui, c'est une série sur le karma et le fait de récolter ce que t'as semé, bien sûr. Mais étonnamment, j'ai même pas pris de plaisir à voir les méchants recevoir leur punition. C'est juste arrivé et ma réaction ça a été « Ok, ça c'est fait, suivant ». Et sur le final, j'ai trouvé que les liens entre les personnages devenaient un peu gros.
Même si c'est le principe de la série que les personnages soient tous liés par les événements, au bout d'un moment, ça a dépassé le stade de la simple coïncidence. C'était devenu trop gros pour que j'y croie. Donc clairement, je vous conseille pas Karma, je trouve pas que ce soit une bonne série. Putain, le titre à rallonge quoi. Alors, pour ceux qui commencent à être habitués au flop, quand je regarde des séries que je trouve mauvaises, j'essaye quand même de les regarder jusqu'au bout. À moins que ce soit particulièrement chiant, auquel cas je tente d'aller au moins jusqu'à la moitié de la saison. Là, j'ai même pas réussi. L'histoire, c'est un lycéen complètement lambda qui voit débarquer une ange particulièrement bien gaulée dans son appart et qui se met dans la tête qu'elle doit le rendre heureux parce qu'il a été gentil. Waouh, c'est quelle originalité! Et donc elle va se mettre à avoir un comportement littéralement d'épouse modèle qui consiste à faire à manger au gars, lui faire sa lessive, le ménage, etc. etc. Et voilà. Sauf qu'en plus c'est pas juste ça, c'est un manga harem. Donc il va y avoir tout un panel de gonzesses qui vont tourner autour du héros, hein, et pour ce que j'avais compris c'est des semi-humaines, t'as une femme des neiges à un moment. Alors non seulement le pitch m'a pas du tout intéressé, et en plus de ça quand j'ai vu les meufs qui allaient apparaître au cours de l'opening, je me suis demandé s'ils avaient pas eu une pénurie de charisme. Il y en a aucune qui sort du lot. Tiens, maintenant qu'on parle du physique, on aborde le sujet de l'ange tête de bite. En fait sa coiffure est faite de telle manière que quand elle tourne le dos à la caméra, t'as l'impression d'avoir une teub. Au-delà de ça, je sais que je ne juge que sur les 3 premiers épisodes, mais c'est lambda. C'est tellement du réchauffé de tout ce qu'on a vu et revu depuis pas des années, mais des décennies. Ok, il y a eu 1 ou 2 gars qui m'ont fait sourire, mais dans l'ensemble, je me suis emmerdé quoi. Donc en toute franchise, je ne vous conseille pas Studio, Apartment, ouais, Saglai on va dire. Hein, et pour ce qui est de l'image de la femme, oulalalala, je sais que le Japon a jamais été premier de la classe niveau féminisme, mais là... Ça faisait un moment que je voulais voir la série, parce que j'en avais entendu des bons retours. Et surtout, c'était une série documentaire parodique, gérée par une crétine qui tire des conclusions débiles, ce qui est censé être le principal ressort humoristique de la série. Sauf que c'est pas drôle, c'est juste débile. Et pourtant, je considère que j'ai un humour quand même relativement large. Il y a plein de trucs débiles qui peuvent me faire marrer. Mais alors cette série... La vache, ce que c'était long! Pourtant, il y a que 5 épisodes, et aucun ne dépasse les 30 minutes. Pourtant, je me suis emmerdé comme un rat mort. Le seul point qui m'a effectivement tiré un sourire de temps en temps, c'était les interviews avec les vrais experts, qui visiblement étaient pas au courant que c'était de la parodie, et du coup, ils essaient de répondre sincèrement et honnêtement à la crétine débile qui leur fait face, quoi. Et oui, leur réaction, elle est plutôt logique que de quand tu fais face à des imbéciles qui prétendent tout savoir et qui racontent n'importe quoi. La meuf, Philomena Kunk, est juste conne, en fait. Mais même pas conne marrante, c'est ça le problème. Non, c'est juste nul. J'ai passé tout mon visionnage à attendre qu'il se passe un truc, et sauf que non. Donc vraiment, je trouve que cette série est une énorme perte de temps. Ça fait partie des animés que j'ai découvert un peu par hasard. En fait, c'était une période où tout le monde était devenu à moitié fou à cause d'un extrait complètement délirant qui tournait sur pas mal de sites. Donc j'ai voulu tester. Le pitch, on suit une lycéenne modèle qui fait tout son possible pour dissimuler qu'elle est une ancienne loubarde, sauf que tous ses efforts se voient gênés par l'arrivée d'une jeune fille avec des bois de serre. Alors le truc c'est que d'office, l'animé est à cataloguer dans le rayon humour what the fuck. Encore une fois, je considère que j'ai un humour assez facile, et même des trucs complètement barrés peuvent me faire rire. Ce qui n'a pas été le cas ici. Je vais pas dire que tout est acheté, hein, c'est bien dessiné, c'est bien animé,
Il y a effectivement quelques scènes qui m'ont fait sourire, voire vraiment rigoler, comme par exemple le fameux extrait qui tournait en boucle à cette période, mais en dehors de ça, c'est archi classique comme humour. Ah, si t'as un minimum d'expérience dans le manga, je peux t'assurer que les 3/4 des vannes, tu les vois venir à 10 km. Résultat des courses, quand il y avait des chutes ou des passages censés être drôles, je souriais même pas tellement c'était prévisible. Mais bon, le côté what the fuck, franchement, je l'ai trouvé vachement sage à ce niveau, quoi. Du coup, est-ce que je vous conseille My Dear Friend no Kotan ? Pas trop, non. À la limite, si vous avez vraiment très peu d'expérience dans l'humour manga, potentiellement ça peut vous intéresser. Par contre, si vous avez un minimum de bouteilles, je pense que ça va juste vous emmerder. Bon, c'est très décevant. L'histoire, c'est que le héros, fils du gourou d'une secte, meurt, et il est réincarné dans un monde qui est dépourvu de religion. Sauf qu'il va se rendre compte que la déesse du culte de son paternel l'a suivi, et qu'elle est son alliée. Le problème étant qu'elle n'a plus aucun adepte dans ce nouveau monde, et donc ses pouvoirs sont quasi inexistants. Et vu les menaces qui se profilent, le héros va devoir lui-même monter une secte afin d'alimenter les gamines. En soi, le concept est cool. J'avais lu les 2 premiers tomes, il me semble, je trouvais que ça partait plutôt bien, et donc j'attendais de voir la version animée. Comme quoi un bon début d'histoire, ça fait pas tout. Parce que y a un gros problème sur la forme. Alors, pas sur le dessin en lui-même, que je trouve plutôt bien fait. Par contre, l'animation, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça passe pas. Non seulement on a énormément de plans fixes, de réutilisation d'images, rien que l'opening, il est composé d'extraits tirés des 2 premiers épisodes. Putain, la flémingie des animateurs, quoi. Pareil avec les créatures de l'univers qui sont en 3D moche. Mais pas genre, des animés récents qui vont essayer de mélanger la 2D et la 3D, puis un truc en 3D va apparaître, mais ça va être une 3D qui est un petit peu stylisée pour que ça colle avec le dessin. Pas du tout. Genre, à un moment, tu as une meuf avec une bestiole dans les bras, la meuf est totalement en 2D, et la bestiole est en 3D. Le mélange ne passe absolument pas. Ça te sort du truc chaque fois que tu as une créature qui arrive dans le champ. Si vous voyez un truc comme ça chez un youtubeur de seconde zone comme moi, c'est pas gênant. Dans un animé officiel adapté d'un manga à succès, c'est plus problématique. Au niveau du montage aussi, il y a des problèmes. Les enchaînements sont très brusques, et ont une fâcheuse tendance à ne pas avoir une ambiance cohérente. Genre la musique, ou certains tons des voix japonaises, et franchement il y avait des moments où je me disais mais ils ont eu aucun budget ou ils avaient juste pas envie de bosser dessus. Et c'est con parce que le pitch de base, il est intéressant. C'est le gag du héros qui s'attend à avoir un isekai classique où il sera pété de pouvoir et tout, et qui se rend compte que non, en fait t'es juste un péon de base, quoi. Ça marche. La relation du gars qui s'énerve contre la déesse omnipotente, ça marche aussi, mais la forme nullifie l'intérêt du fond, et ne lui laisse pas la possibilité de s'étendre comme il le faudrait. On a aussi une surabondance de scènes en pixels, genre pour les scènes d'action, mais pas que. Franchement, j'ai vu 4 épisodes, je me dis, je m'arrête là. C'est mort, je vais pas m'en infliger plus, quoi. C'est un boulot de feignasse. Tu sens la réutilisation d'images fixes et de plans simplistes à donf, c'est bien dessiné, mais c'est tout le temps les mêmes. Ça, plus la sursexualisation d'un personnage féminin... Ouais, non, je vous conseille pas la série. Franchement, je m'attendais à mieux. En soi, l'idée qu'un Terminator soit envoyé dans le passé pour buter un scientifique japonais, ma foi, c'est pas déconnant. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui pose problème. Cette année, j'ai vu toute la saga des films. Donc, je connais l'intrigue. Et dans le 3e, il était clairement expliqué que, suite aux événements de Terminator 2, le jugement dernier avait été repoussé. Donc, il était plus censé se produire en 1997. Sauf que dans cet animé, si, c'est le cas. En fait, l'animé, il suit plus l'idée de Terminator 5 et 6. C'est-à-dire qu'on rejoue la même histoire, mais avec des chronologies alternatives.
Donc d'une certaine manière, Terminator 0 valide Genesis et Dark Fate. On considère que l'apocalypse se produit bel et bien en 1997, ok, pourquoi pas, sauf que c'est une année 1997 où on a déjà des robots esclaves qui travaillent dans les rues et bossent pour les humains. Alors, je veux bien vérifier, mais en 97 j'avais 10 ans, et je pense que si on avait eu ce même level technologique, je m'en souviendrais. Alors ouais, plus tard dans la série, tellement plus tard que ça en devient du spoil, très prévisible, mais du spoil quand même, oui, c'est justifié. Sauf que c'est pas possible en vrai. La série insiste bien sur le fait que si tu envoies quelqu'un dans le passé, ça va pas modifier ta timeline. Ça va juste l'envoyer dans une temporalité alternative. Donc, d'une certaine manière, essayer de modifier le passé, ça change rien. Et d'ailleurs, truc qui m'a bien fait marrer, quand l'héroïne le comprend, elle demande mais du coup, quel intérêt d'aller dans le passé si ça changera rien pour personne? Ce à quoi on lui répond que c'est à elle de trouver la réponse. Sous-entendu, les scénaristes eux-mêmes n'en ont pas la moindre idée. Et puis, la série se prend énormément les pieds dans sa propre continuité. On essaye de dire que voyager dans le temps t'envoie dans une autre temporalité, mais en même temps on est quand même dans une boucle temporelle. La meuf qui a voyagé dans le passé va revenir dans le futur, où elle aura exactement les mêmes cicatrices de son voyage, sauf que ça s'est absolument pas passé comme ça. Pour moi, c'est un énorme bordel scénaristique. La série essaye d'être intelligente, notamment avec certains dialogues et certaines réflexions qui sont effectivement bien écrites, faut le reconnaître, mais le reste, c'est juste de la poudre aux yeux. Dès que tu réfléchis 5 minutes au problème, ça marche plus. Et c'est con parce qu'il y avait des points que j'avais vraiment bien aimés. Genre, le Terminator qui arrive au Japon, pays où les armes à feu sont quand même plus difficiles à obtenir qu'aux États-Unis, et du coup, il va lui-même améliorer son corps pour se greffer des améliorations. Ça, c'était très intelligent, et on ne l'avait jamais vu dans les films. Alors, autre point marrant, quand j'ai maté la série Fallout, que j'avais beaucoup aimé, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils avaient pas trouvé cohérente une scène du début, où t'as un mec qui se fait tirer dessus par une Gatling, mais ne se fait absolument pas toucher. Ce qui perso m'avait pas dérangé, parce que l'univers de Fallout, c'est pas serious business à 100%, donc voilà, ça me gênait pas outre mesure. Pour Terminator 0, par contre, là, premier épisode, t'as une meuf, pareil, qui se fait mitrailler par une Gatling, par un Terminator dans un couloir, et qui s'en sort sans une égratignure. Ouais, sauf que là, non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, la résistance des héros varie beaucoup en fonction des besoins du script. Genre, une humaine qui peut bloquer un Terminator et le pousser dans une cage d'ascenseur. Le tout en se faisant cogner par l'androïde qui essaie de lui péter le dos. Je suis désolé, la meuf elle a beau avoir vécu dans un environnement post-apo, ça peut pas la rendre résistante à ce point. Autre question très conne, pourquoi ce titre? Pourquoi Terminator 0? Si encore ça avait été, on essaye de suivre une origine à quelque chose, c'est le... n'importe quoi, why not? Mais là... c'est juste une histoire relativement classique dans la saga, quoi. C'est à la limite, l'appeler Terminator Story, ça aurait été plus cohérent. Bref, je ne vous conseille pas Terminator 0, je trouve l'histoire inutile et abracadabrante. La série est une adaptation de la saga des sorcières d'Anne Rice. La saison 1 adapte le premier tome, le lien maléfique, que j'avais autrefois lu, donc il y a quand même des points dont je me souviens plutôt bien, mais ils ont changé des trucs, pas forcément pour le mieux. Alors déjà, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je déteste Alexandra Daddario. je trouve non seulement son jeu extrêmement bof, elle est pas à chier, mais... clairement, il y a beaucoup mieux qu'elle. Et je la trouve vraiment pas charismatique. Chaque fois que je la vois quelque part, j'ai juste l'impression qu'il voulait une greluche avec des gros nibards. Je trouve qu'elle fait partie des actrices qu'on met en avant pour leur plastique et pas pour leur jeu. Dans l'ensemble, le jeu d'acteur est... bof. Franchement, j'ai pas trouvé l'ensemble des comédiens particulièrement exceptionnels. Il y a des choix de cadrage où tu te dis... clairement, ça a pas été fait quelqu'un de très compétent. Les effets spéciaux sont très bof, voire assez mauvais. Alors tout ça, c'est juste la forme.
ça te donne déjà pas envie de mater la série, et j'ai pas encore parlé du fond. En termes d'adaptation, ce qui m'avait vraiment marqué avec le bouquin, c'était qu'une grande partie de l'histoire était allouée à la généalogie des méfères. On nous décrivait vraiment les différentes sorcières de la famille. Ce qui a été le grand oubli de cette série. Franchement, si on nous présente Suzanne, qui est la toute première des méfères, et un peu Deirdre, qui est la mère de l'héroïne, c'est tout. Les autres grandes sorcières, tu les entreaperçois à peine dans des caméos, mais t'as aucune idée de qui c'est, de ce qu'elles ont fait. Du coup, quand on parle d'elles dans une conversation, vous êtes bien gentil, mais j'ai aucune idée de qui vous parlez, moi, en fait. Tout se concentre vraiment sur Rowan et le personnage de Cyprien Grieve, qui est un mix entre deux persos du roman. Dans le bouquin, on avait Michael qui possède le don de psychométrie, et qui est abordé par Aaron Leitner, qui, lui, bosse pour le Talamasca. Et ces deux persos sont fusionnés en un. J'ai pas compris pourquoi. Le personnage de Lasher, c'est... Je suis désolé, mais... L'acteur n'a aucun charisme. Déjà, dès le premier épisode, il nous révèle « Je suis un démon ». Ok, non seulement c'est pas crédible, mais en plus vous avez niqué tout le suspense de la série. Ça commence bien. Le rythme d'ensemble est extrêmement lent. Franchement, je me suis fait chier en matant la série, mais c'était... impressionnant. Et si encore, il y avait eu un rythme posé pour justement nous apprendre l'histoire des méfères, j'aurais compris. Sauf que non, l'intrigue qu'on a là, elle est assez rapide, avec quelques événements très graves qui se déroulent, quoi. Mais le pire, je trouve que c'est au niveau de l'écriture. Et notamment celle du perso principal. On est censé avoir une dualité, entre la meuf qui essaye de repousser Lasher, mais qui en même temps est soumise à son charme, sauf que là, ça rend vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment du « je te résisterai, Lasher, mais je ne suis pas non plus opposé à ce que tu me casses les pattes arrière. Mais je te résisterai, car je suis une femme forte et non, oublie ce que je viens de te dire, défonce-moi la rondelle. » Voilà, littéralement, c'est l'impression que j'en ai eu. J'ai très régulièrement eu la sensation que Rowan agissait de la manière qui arrangeait les scénarios. Et c'est franchement pas agréable. Bref, Mayfair Witches, je ne vous le conseille pas du tout. Au contraire, je vous invite plus à vous intéresser au bouquin. Ça fait 15 ans que je l'ai lu, et pourtant il m'a laissé de bien meilleurs souvenirs que cette série. Et enfin, on va passer au numéro 1, ma pire expérience sérielle de l'année. Bon, on va mettre un peu de contexte. The Continental est une série spin-off des films de John Wick. Pour faire très résumé, John Wick est un tueur à gages qui bosse pour une gigantesque organisation criminelle dont l'Hôtel Continental est un des principaux représentants, avec tout ce que ça implique de système de fonctionnement alternatif, on va dire. Et j'aime bien les John Wick. C'est des bons films d'action, avec des séquences vraiment très bien rythmées et un univers qui a fait que s'étendre au fil des opus. Pas toujours de la manière la plus cohérente, mais globalement, j'ai toujours bien aimé. Donc, quand on a annoncé qu'une série préquelle allait voir le jour, et qu'elle tournerait notamment autour du Continental, bah perso, moi j'ai imaginé un scénario qui aurait tourné autour de la création des hôtels Continental. Et bah j'avais tout faux. En fait, c'est une origin story pour le personnage de Winston. Alors j'aime beaucoup le perso, notamment interprété par Ian McShane, mais enfin, de là à découvrir comment il est devenu le patron de l'hôtel Continental dans les années 80, je vous avoue que dès le premier épisode, la hype elle était un peu retombée, quoi. Alors, laissez-moi vous citer le synopsis de la série. Dans les années 1970, l'ancien criminel Winston Scott va devenir propriétaire de l'hôtel The Continental à New York. Il va en faire un refuge pour les assassins où aucun meurtre ne peut avoir lieu. Le Continental va devenir une sorte de sanctuaire, alors que dehors, la ville est marquée par l'hiver du mécontentement et la montée en puissance de la mafia américaine. Pas du tout. C'est absolument pas ça. Quand on lit ce résumé, on pourrait penser que Winston bossait pour la Grande Table, qu'il a été nommé directeur du Continental, et qu'il va devoir faire face à des mafieux indépendants, voire à une révolution qu'il aurait dû gérer. Pas du tout. Mais ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, le Winston, il va se retrouver à déclarer la guerre au directeur du Continental, joué par Mel Gibson, mais il a aucun lien avec la Grande Table. Alors sachez que chaque épisode dure au moins 1h20. Alors ok, il y a que 3 épisodes, mais
quand même, c'est limite 3 petits films plutôt qu'une série. Même si globalement, pour la forme, ça reste de bonne facture. Sachez ensuite qu'il y a beaucoup moins de bastons que dans la saga principale. Même si globalement, ça reste de bonne facture. Notamment pour les combats au corps à corps, qui sont très bien chorégraphiés. Même si, perso, je trouve que ça reste un cran en dessous des films. Gros bémol cependant pour la scène de course-poursuite du premier épisode, qui a des cuts. Ça peut être une volonté artistique, hein, je ne dis pas le contraire, mais pour moi c'était plutôt une manière d'économiser du budget, mais bon, ça... Mais mon vrai problème, au-delà de l'intrigue que je trouve pas particulièrement passionnante, et même beaucoup trop facile par moment, quand tu vois que les mecs, c'est limite, ils attaquent le Continental à 5, alors que l'hôtel est rempli de tueurs à gages professionnels, et ils gagnent. Il y a aussi l'ensemble du troisième épisode que j'ai trouvé globalement foireux au niveau logique. Déjà, le cas des tueurs jumeaux, qui sont quasiment des Terminators, hein, c'est les Gugus, ils encaissent des patates, mais même John Wick, il aurait eu du mal à s'en relever. Et à plusieurs moments, t'as des persos qui débarquent à un endroit, souvent pour en sauver un autre, et tu te dis, mais comment t'es arrivé là, en fait? Franchement, il y a vraiment d'énormes coups de bol dans cette série. Je suis pas contre les coïncidences ou un petit peu de chance dans les histoires, mais passé un certain point, ça devient juste de la facilité d'écriture. Vient ensuite le cas problématique de la continuité avec les films. Et là, je vais devoir spoiler. Donc, timecode pour ceux qui ne voudraient aucune révélation. Déjà, Winston ne connaît pas la Grande Table. Il voulait juste buter Cormac, donc le chef président du Continental, et lui voler son hôtel. Et personne, semble-t-il, ne lui a jamais rien expliqué là-dessus. Ok, donc quand avec son crew, il a littéralement vaporisé toute la résistance, voilà que débarque l'adjudicatrice, qui lui explique que t'es bien gentil Coco, mais la Grande Table te connaît pas, donc ta prise de pouvoir, elle va pas se passer comme ça. Et donc Winston bute la meuf. Et visiblement, ça suffit pour que la Grande Table le considère digne de confiance pour le mettre à la tête du Continental. Ah si, je vous garantis, hein, vous terminez la série, ça a vraiment l'air d'être ça. Et non, ça peut pas se passer comme ça. Mais genre pas du tout. Les adjudicatrices, c'est les représentantes officielles de la Grande Table. T'en vois une qui débarque, t'as pas intérêt à lui désobéir sous peine de conséquences. Sans parler du fait que la Grande Table elle-même, elle a horreur de perdre la face et qu'on déroge à ses règles. Donc l'idée qu'ils aient aussi facilement intégré Winston et qu'il lui ait fait confiance pendant 40 ans, alors que le mec a buté une de leurs représentantes, je vous cache pas que la crédibilité elle a mis les voiles là. Même John Wick a jamais buté d'adjudicatrice, et pour moins que ça, faut voir tout ce qu'on lui a balancé au cul. Il y a aussi l'espèce de sérum là qu'ils ont inventé, c'est qui est assez bizarre, c'est une seringue qui te soigne en une fraction de seconde. Ce qui est à milieu des pilules des films. On disait bien à Wick, ça soignera pas tes blessures, ça va juste supprimer la douleur et te donner un coup de fouet. Et aussi, le système de désintégration du Continental. Donc déjà, si vous aviez un système comme ça dans les 80s, pourquoi vous aviez besoin de le dynamiter dans le 4ème film? Sans parler du fait que t'es pas censé pouvoir annuler l'opération une fois qu'elle est lancée. C'est un peu genre comme une bombe avec un compte à rebours, sauf qu'on entend bien des intégrations en cours, avec le bâtiment qui est déjà en train de se lézarder et de s'effondrer sur lui-même. Donc le simple fait que ça ait pu être annulé, non, c'est pas possible, je n'y crois pas. Néanmoins, ça c'est une des rares bonnes nouveautés, c'est le cas de l'alarme rouge et de l'Inmictus, je crois que ça s'appelle. En gros, si le Continental est attaqué, on peut activer une lumière rouge pour autoriser les locataires à se défendre. Et en plus, on leur transmet la photo des intrus, histoire qu'ils les repèrent et s'en débarrassent d'autant plus vite. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et ça s'intégrait vraiment à l'univers John Wick. Bref, la série Continental est monstrueusement décevante, et pour le coup, n'est pas très intéressante, et assez incohérente par rapport à la saga des films. Donc si vous êtes fan de l'univers de John Wick, je ne vous la conseille vraiment pas. Bien, j'en ai fini avec mes pires séries de 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous dès demain pour le top des séries de 2025. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de très bonnes fêtes, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Alors, petite info pour ceux qui se poseraient la question, oui, mes cheveux sont plus longs que pour la vidéo sur le bilan. C'est normal.
Mes cheveux sont plus courts. Non, c'est plus court. Ouais, bah non. Mes cheveux sont plus longs que pour la vidéo du bilan. C'est normal. C'est parce que les vidéos des tops et des flops ont été tournées avant la vidéo du bilan. Grosso modo, les textes des vidéos des tops et des flops, bah, ils sont écrits au cours de l'année. Donc, bah, ils sont prêts avant la vidéo du bilan, qui, elle, est vraiment le compte-rendu de tout ce qui s'est passé au cours de l'année. Pour préciser, les tops et les flops, je commence à les tourner en octobre. Tout le mois d'octobre pour le tournage, tout le mois de novembre pour le montage, histoire que ça puisse sortir en décembre. Tandis que le bilan, bah, lui en général, j'essaie de finaliser l'écriture en novembre, et de le tourner en novembre aussi, quoi. Ça... Alors, on va recommencer depuis le début, parce que j'avais commencé à tourner l'intro, sauf que je me disais, c'est bizarre au niveau du son, ça a l'air très restreint comme truc, il y avait vraiment des petits soucis, puis en enregistrant, je me dis, c'est bizarre, quoi, ça faisait comme pour l'épisode de le test sauvage que j'avais fait sur PsyOps. Là, le son était assez dégueulasse, quoi, donc, je me suis dit, je vais tenter sur mon autre ordi, même problème, alors que, voilà, un autre enregistrement, genre celui des pouvoirs psy, il y avait aucun souci, quoi, Donc il a fallu que je teste des trucs, je me suis dit, putain, si c'est le micro qui commence à être mort, putain de merde, qu'est-ce que... J'ai pas les moyens de me racheter un micro, quoi, Et en fin de compte, bon, bah, j'enregistre sur Audacity, J'ai mis à jour Audacity, y a plus de problème. Ok, bon bah je me suis foutu les jetons pour que dalle, super. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle version... Pour les tops et les flops de cette année 2025, oui, d'accord. Peut-être l'écarter un petit peu, parce que maintenant, bah, y a plus de problème là, donc... Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour les tops et les flops de 2025. Ce qui aurait pas mieux que j'ai... Putain de saloperie de... Test 1, 2, 1, 2, 3. Bon, en contrepartie, je vais aborder plusieurs niveaux d'appréciation. En contrepartie, je vais aborder plusieurs niveaux d'appréciation. En contrepartie, je vais aborder plusieurs niveaux d'appréciation. Mais donc, il peut y avoir du très récent comme du très vieux. Enfin, petite précision, au total, cette année, j'ai découvert 55 séries et nouvelles saisons. J'ai découvert 55 saisons, oui, non. J'ai découvert 55 séries dont... non. Comme précisé plus tôt, les tops et les flops sont ordinaires. Comme précisé plus tôt, à la base, les tops et les flops sont réservés aux découvertes. Doucement. Apparemment, cette nouvelle série... Maintenant, j'ai eu aucune motivation à continuer. Je me suis arrêté à la moitié de la première saison, Merde. Je me suis arrêté à la moitié de la première saison. J'ai pas eu le moindre regret. Hop, que je puisse... C'est bon, là, je peux plus bouger le bras. C'est cool. Normalement, je devrais pas re-heurter le micro. J'espère. Et du coup, encore une fois, c'est vraiment le final qui m'a complètement... Putain. Et y a pas grand chose de vraiment surprenant. Je commence à avoir des fourmis dans le pied, c'est pas agréable. Alors, là, on arrive, oui, bien sûr. Alors là, on arrive dans la catégorie du... mais perso, je trouve que, au contraire, ça échoue à nous faire rentrer... Putain. On va savoir, peut-être que si peut-être qu'à force de faire ça tous les jours, ça va me renforcer un peu les cordes vocales. Je sais que le Japon a jamais été premier de la classe niveau féminisme, mais là, non. Là, c'est plus insultant qu'autre chose. Et je commence à avoir la tête qui tourne, donc je vais m'arrêter là. Stop. Vraiment session acrobatique, hein, pour arriver derrière le micro.
Eh oui, que voulez-vous? J'ai pas d'équipe ultra perfectionnée, ni d'équipement ultra perfectionné pour tout faire à ma place. Faut des fric pour ça. Merde, putain. C'est con. Ah, putain de merde. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Et je vais... Non, hop, 2 secondes. Non. Ah ouais, c'est mieux quand même. Ah, donc, j'en étais où? Le seul point qui m'a effectivement fait sourire de temps en temps, c'était les Si vous avez entendu un craquement, c'était mes orteils. Le seul point qui m'a effectivement tiré un sourire de temps en temps, c'était les interviews. C'était les interviews, voilà. Et oui, leur réaction est plutôt logique, hein, que des personnes qui connaissent des trucs et qui font face à des imbéciles qui n'y connaissent rien. Non. Sauf qu'il va se rendre compte que la déesse du culte de son paternel l'a suivi. Sauf qu'il va se rendre compte que la déesse du culte de son paternel... Sauf qu'il va se rendre compte que la déesse du culte de son paternel l'a suivi et qu'elle... Saleté. Sauf qu'il va se rendre compte que la déesse du culte de son du culte de son paternel. Oui, tout à fait. Ça te sort du truc chaque fois. Ça te sort du truc chaque fois que t'as une créature qui apparaît dans le... Quand vous voyez un truc comme ça chez un youtubeur de seconde... Alors quand vous voyez un truc comme ça... Alors quand vous voyez un truc du genre chez un youtubeur de seconde zone comme moi, bon... Alors si vous voyez un truc du genre chez un youtubeur de seconde zone... Dans un animé officiel... En soi, l'idée qu'un Terminator soit envoyé dans le passé pour buter un scientifique japonais... La série insiste bien sur le fait que si tu envoies quelqu'un dans le passé, ça va pas modifier ta timeline. La série C'est bon, je peux y aller? Ça va juste l'envoyer dans une temporalité alternative. Ça va juste l'envoyer. Ah. Et du coup, quel intérêt d'aller dans le passé si en fin de compte ça ne changera rien? Ça ne changera rien, oui, non, ça... Mais du coup, quel intérêt d'aller dans le passé si ça ne changera rien pour personne? On essaye de dire que voyager dans le temps t'envoie dans une autre planète. Ah, je suis désolé, mais la meuf, elle a beau avoir vécu dans... Ah, je suis désolé, mais la meuf, elle a beau avoir vécu dans... Non. Bref, je vous conseille pas Terminator 0. Je trouve l'histoire assez inutile et acadabrantesque. Abracadabrante. Et j'ai l'impression qu'il voulait juste une greluche avec On va baisser un petit peu quand même parce que il me prend régulièrement, c'est chiant. Ça va, tu m'entends toujours? Ouais, il m'entend toujours, ouais. J'ai très régulièrement Dans les années 1970, l'ancien criminel Winston Scott, putain. Même John Wick a jamais buté d'adjudicatrice. Et faut voir tout ce qu'on lui a envoyé là. Même John Wick a jamais buté d'adjudicatrice, et pour moins que ça, faut voir tout ce qu'on lui a envoyé au cul. Même John Wick a jamais buté d'adjudicatrice, et pour moins que ça, faut voir tout ce qu'on lui a... Et pour moins que ça, faut voir tout ce qu'on lui a balancé au cul. T'sais, on disait bien Wick, ça va pas supprimer la douleur. On disait bien Wick, ça va pas soigner tes blessures. Ça va juste supprimer la douleur et te donner un coup de fouet.
Ça va juste te donner un coup de fouet et supprimer la douleur. On disait bien Wick, hein, ça soignera pas tes blessures. Ça va pas soigner tes blessures. Ça va juste te donner un coup de fouet et supprimer la douleur. Ça va juste te donner un coup de fouet et supprimer la douleur. T'inquiète.